fumée blanche sur la place Saint-Pierre. C'était le 8 mai 2025. Et après un conclave assez rapide, finalement, 2 jours, 4 tours de vote, Oui, assez vite. l'Église catholique a un nouveau pape. Le cardinal Robert Francis Prévost, 69 ans, il a choisi le nom de Léon XIV. Tout à fait. Et c'est historique à plus d'un titre, non? Premier pape né aux États-Unis. C'est ça, né à Chicago. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il est naturalisé péruvien. Ah oui? Il a vécu quasiment 40 ans en Amérique latine. Donc c'est un peu le deuxième pape venu du bout du monde, si on veut, après François. D'accord. Et son profil avant d'être pape, il sait quoi exactement? Alors il est augustinien, c'est un ordre qui met l'accent sur la vie communautaire, une certaine forme de pauvreté aussi, et il a une tradition intellectuelle. Et puis il parle couramment espagnol, évidemment. Logique. Au Vatican, on le considérait déjà comme un très bon connaisseur de l'Amérique latine. Et juste avant, sous François, il était préfet du dicaster pour les évêques. Poste clé. Ah oui, c'est lui qui supervise la nomination des évêques partout dans le monde. Donc très influent. Bon, alors plongeons un peu dans les premiers signes. Ce nom, Léon XIV, qu'est-ce qu'il faut y lire? C'est pas juste un numéro, j'imagine. Ah non, loin de là. Le choix du nom, c'est toujours un programme. Et là, Léon XIV, c'est une référence directe, très claire, à Léon XIII. Le pape de Rerum Novarum. Exactement. Pape de 1878 à 1903. Rerum Novarum, c'est vraiment la pierre angulaire de la doctrine sociale moderne de l'Église. On l'appelait le pape des travailleurs. Donc un signal social fort. Très fort. Ça indique une volonté claire de continuer cet engagement pour la justice sociale. D'ailleurs, les évêques brésiliens, la CNBB, ils ont dit que c'était un sauvetage de cette doctrine pour le dialogue. Intéressant. Et il y a un lien avec François aussi, symboliquement. Oui, un petit clin d'œil. Frère Léon, c'était un des compagnons les plus proches de saint François d'Assise. Ça tisse un lien subtil mais réel avec son prédécesseur. D'ailleurs, le padre Julio Lancelotti au Brésil, très engagé, Oui, je vois qui c'est. il s'est dit ébahi et très heureux de ce choix de nom. D'accord. Et son premier discours? Il y a eu des choses marquantes aussi. Ah oui, ses tout premiers mots depuis la loggia, « La paix soit avec vous ». Comme François, souvent. Exactement, la salutation pascale. Il a d'ailleurs remercié explicitement François, il a dit vouloir donner suite à cette même bénédiction. Il a cité saint Augustin aussi. Le fondateur de son ordre. Voilà. Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. L'idée du service. Et puis une phrase forte. Le mal ne prévaudra pas. Mais ce qui a vraiment fait parler, c'est son salut en espagnol, non? Ah ça, oui. Geste très très significatif. Il a salué en espagnol son cher diocèse de Chiclayo au Pérou, Avant les États-Unis. avant de mentionner les États-Unis. C'est pas anodin du tout. C'est une façon de dire mon identité de pasteur, elle s'est construite là-bas. Elle a été affermie, c'est le mot qu'il a utilisé, par cette expérience latino-américaine. D'ailleurs, son compte Twitter, son profil est en espagnol. C'est clair. Alors justement, on entend dire qu'il est un héritier naturel de François, mais aussi parfois qu'il incarne une synthèse créative. C'est pas un peu contradictoire? C'est la grande question en fait. L'héritage de François, il est évident. Cette idée d'une église missionnaire, une église en sortie qui construit des ponts, très dans la ligne du document d'Aparecida, ce texte fondamental des évêques latino-américains que François avait co-rédigé. Oui. Mais la synthèse créative, c'est peut-être pas une contradiction, mais une approche. Regardez les symboles. Il remet la mosette, cette périne rouge traditionnelle. Un signe plus classique. Ah oui, mais il garde des chaussures noires toutes simples de François, symbole d'humilité. Sur des sujets comme l'accueil des personnes LGBTQI+, il a eu des déclarations plus conservatrices par le passé, c'est vrai. En 2012, je crois. Oui, sur le style de vie homosexuel. Mais plus récemment, il a défendu l'application de fiducia supplicans. Le texte sur les bénédictions des couples irréguliers. C'est ça, y compris homosexuels. Il a souligné qu'on n'exige pas une perfection morale préalable et qu'il faut tenir compte des contextes locaux. Donc, ferme sur la doctrine peut-être, mais ouvert socialement. C'est peut-être ça sa tentative de synthèse pour essayer de rassembler une église quand même très divisée. Et au-delà de l'Église, politiquement, surtout vis-à-vis des États-Unis. Il avait critiqué Trump, non? Et effectivement, il n'avait pas mâché ses mots sur les politiques migratoires de Trump. Il avait aussi critiqué une déclaration de J.D. Vance, le vice-président, jugé trop nationaliste. Ça marque une distance claire avec l'idéologie America First. Et la réaction de Trump à son élection. Assez surprenante, peut-être. Trump l'a félicité, il a parlé d'un grand honneur pour les États-Unis, il a dit être impatient de le rencontrer. On verra.
Les réactions des autres dirigeants mondiaux, elles étaient comment? Variées, j'imagine? Oui, très varié, ça dessine un peu les attentes. D'un côté, vous avez Lula au Brésil qui espère vraiment la continuité de l'héritage social de François. Paix, justice. Logique. D'autres, comme Petro en Colombie ou Boluarte au Pérou, ils soulignent d'abord la fierté de voir quelqu'un avec cette expérience latino-américaine. Macron en France, lui, parle de moments historiques, de paix, d'espérance. Et à l'opposé? Bolsonaro, l'ex-président brésilien, il insiste sur la défense de la vie, de la famille, de la liberté religieuse, sans un mot sur la justice sociale. C'est un autre agenda. D'accord. Même le Hamas a réagi en ce qui est bon qu'ils suivent les pas de François sur Gaza. Et puis bien sûr, il y a eu toute la vague de mèmes sur Internet. Ah oui, Comme quoi? surtout au Brésil apparemment. Certains ont ressorti une vieille photo de lui buvant une bière locale lors d'une visite à Belo Horizonte pour souligner sa proximité et son côté normal, quoi. Et puis Milei en Argentine qui a fait une blague sur le nom Léon, assez autocentré. Classique Milei. Voilà. Ça montre aussi comment une élection papale est perçue différemment selon les cultures. Tout à fait. Alors tout ça, ça nous amène à une question centrale, je crois. Comment ce pape, ce premier Américain, mais si profondément latino-américain, à la fois héritier de François et en même temps soucieux de certains aspects de la tradition, comment va-t-il naviguer? Naviguer dans les divisions internes de l'Église et face aux défis mondiaux. Et notamment, comment va-t-il gérer la relation avec son pays d'origine, les États-Unis, où le nationalisme monte? Exactement ça. Une figure de pont, on l'a dit. Mais entre quelle rive au juste? Et est-ce que ce pont sera assez solide? Ça promet d'être un pontificat complexe, oui, et certainement passionnant à observer.